Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir deux diagonalistes, Gwenaël et Mathieu, qui partageront leur expérience sur leur récente diagonale, à savoir Strasbourg-Hendaye. Attention, Gwenaël et Mathieu ont une particularité, c'est qu'ils ont voyagé ensemble sur Strasbourg-Hendaye, mais en les écoutant, ils sont particulièrement différents en plusieurs points. Et c'est ce qui fait, je pense, toute leur particularité. Bonjour à vous deux, merci de participer à ce podcast. Je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Oui, bonjour, c'est Gwenaël. Donc, j'ai 57 ans. J'ai eu une première vie sportive de footballeur. Enfin, j'ai joué au football jusqu'à 34 ans. Pour mes 40 ans, j'ai acheté un vélo, hein. C'était un vélo que j'avais acheté au Trocathlon, enfin, d'occasion. Donc, j'ai commencé à faire du vélo tout seul pendant 2 ans. Et en 2009, j'avais envie de continuer à progresser. Donc, j'ai rejoint le club de cyclotourisme de Quimper, le cyclo-randonneur de Quimper-Cornouailles. Donc, j'ai découvert la longue distance en 2011 avec ma première participation au Paris-Brest-Paris. Donc, depuis 2011, j'ai fait toutes les éditions. Donc, j'ai fait 4 Paris-Brest-Paris. Concernant les diagonales, donc j'ai fait ma première diagonale en 2013. Donc, c'était une diagonale en groupe. On était à 3. Donc, ensuite, j'ai fait 2 autres diagonales en groupe, un groupe de 5, un groupe de 3. En 2018, mes copains de diagonale euh, ont arrêté de faire la longue distance et je me suis lancé dans les diagonales en solo. Donc j'ai fait 3 diagonales en solo. Et cette année, j'ai fait ma première diagonale en duo avec Mathieu. Merci Gwenaël. Alors justement, Mathieu, à toi. Donc bonjour Marc, et avant tout un grand merci à toi d'ouvrir ce micro aux passionnés de la longue distance. C'est d'ailleurs un régal à écouter. Merci. Donc je m'appelle Mathieu Lecor, j'ai 45 ans et je me considère un peu comme un pur produit de la fédération. Effectivement, j'ai intégré l'école cyclo à 13 ans avec par chance un papa qui était président de club. Donc c'est papa qui nous a initiés donc, à un voyage itinérant en famille. Donc j'ai baigné dedans. Et dès l'âge de 17 ans, je réalise ma première longue distance, un mer montagne. Un périple mené avec papa à Saint-Brieuc, de Saint-Brieuc jusqu'au col du Soulan dans les Pyrénées. Et en fait, à cette époque-là, je ne réalise pas complètement ce que je viens de faire. Je viens de traverser la France déjà, à 17 ans, mais j'y découvre quand même des sensations inconnues. L'immense plaisir d'arriver au bout d'un défi et une petite voix au col du Soulan, arrivé là-haut, me dit, je crois que j'y retournerai bien. Ces sensations m'ont bien plu. Et évidemment qu'il a fallu attendre quelques années avant de me lancer sur la première diagonale en 2020. D'accord. Alors, déjà, quand je vous entends, il y en a un qui a commencé le vélo sur le tard, l'autre qui est né sur un vélo, et vos différences vont continuer. Gwenaël, d'abord, ta première diagonale où tu étais à plusieurs, quel souvenir il t'en reste de cette première diagonale? Donc c'était en 2013, donc c'était avec des copains de club, hein, on était à 3. Donc là, c'est vrai que c'était un autre temps déjà. C'était le temps où il n'y avait pas de GPS, on n'avait pas de GPS. Donc c'est vrai que j'étais participant, mais j'ai pas vraiment participé à l'élaboration de la trace. C'était Christian qui avait élaboré la trace. Donc avec sur des cartes, il avait tracé sur des cartes. C'est vrai que j'étais participant, mais j'ai pas participé à l'élaboration. Donc on est parti de Brest. Donc le vent soufflait, il y avait plus ou moins une tempête. Donc le vent venait d'ouest. Il nous a poussé la première journée, la deuxième journée, la troisième journée, et jusque dans les Corbières, y compris dans les Corbières, on avait un fort vent dans le dos pour monter les Corbières. Donc, enfin, on a eu de la pluie, on a eu du mauvais temps, mais par contre, on a eu un fort vent d'eau pendant toute la durée de la diagonale.
Donc, Et tu t'es dit, les autres, ça va être pareil, j'aurai tout le temps le vent dans le dos. Non, non, on s'est dit, on a fini juste dans les délais. On s'est dit, sur ce coup-là, on est passé, mais on a eu un peu de chance. Donc, Ok, c'est un bon souvenir, ça t'a marqué, tu t'es dit, je vais continuer après. oui, enfin, je découvrais, hein, moi, vraiment, Mm. je découvrais les diagonales. Enfin, les diagonales, j'en ai entendu parler la première fois, c'était en 2009. En fait. C'est-à-dire qu'en 2009, j'ai rejoint le club de cyclotourisme de Quimper. Quand je suis arrivé dans ce club, on m'a dit, tu devrais aller avec le club des cyclosportifs. Et là, leur projet d'année, c'était de préparer une diagonale. Donc c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais inexpérimenté et ça me semblait enfin, irréaliste hein, de traverser la France en vélo en 4 jours et demi. D'ailleurs, je ne savais même pas si j'en étais capable. C'est en 2009 que j'ai. Donc après, ben, j'ai continué à acquérir de l'expérience en vélo. Donc, j'ai fait mon premier Paris-Brest-Paris en 2011. Et puis en 2013, avec des copains de club, ouais, c'était la première diagonale. C'est une progression rapide quand même entre ta découverte de la longue distance et le premier Paris-Brest et les autres qui ont suivi et les autres diagonales. Ben, il y a eu une émulation, c'est surtout en 2011. En fin de compte, en 2011, on était un groupe de 4-5. On était des quadragénaires. On découvrait le vélo. Il y a eu une certaine. Enfin, on s'est pris au jeu, en fin de compte. Hein. On a fait le premier 200, le premier BRM 200. Bah, après, bah, le 300, le 400, le 600. Et puis, une fois le 600 validé, on ne va pas reculer, quoi. Donc, il y a une certaine émulation. Et puis, c'est c'est le, c'est en 2011, hein, c'est le Paris-Brest-Paris qui m'a fait découvrir la longue distance et c'est une ambiance qui m'a plu. En fin de compte. Donc, Surtout que vous êtes en Bretagne et on n'est pas très loin non plus de la route. ah oui, c'est nos routes d'entraînement. Oui, il y a une partie et c'est nos routes d'entraînement, une partie, oui, tout à fait. Oui. À côté de ça, toi, Mathieu, tu as fait ta première diagonale en solitaire et tu t'es dit, tant qu'à faire, je fais ce qu'on appelle la royale, comme ça c'est fait. C'est exactement ça. En fait, pour en revenir historiquement, c'est que j'avais entendu parler des diagonales déjà en 2015 et même avant. Les années du Paris-Brest, si j'avais échangé donc avec déjà à l'époque avec Gunel. Mais pour moi, les diagonales, ça semblait plutôt très élitiste et ça semblait ouais, élitiste et ça me semblait surtout être accessible à d'anciens coureurs en quête de nouveaux défis, pardon. Bah, du coup, en échangeant avec Lionel, bah, j'ai fini par approfondir le sujet et puis je me suis rendu sur le site de l'Amicale des diagonalistes où j'ai découvert tous les parcours qui étaient proposés à l'étude par Gilbert Jacon. Donc ça, c'était en 2015. Donc 2019, le Paris-Brest. Mais je ne me voyais pas attendre encore 4 ans pour renouveler un long parcours. 2020, comme tu le sais bien, on est tous confinés. J'ai une épouse à ce moment-là qui est en première ligne, qui est infirmière. Et j'ai la scolarité des enfants à gérer, la maison à gérer. Je n'ai pas le talent ni la pédagogie et encore moins la patience des enseignants. Alors il faut que moi aussi je me défoule. Du coup, je trouve refuge dans ma salle de jeu sur un bel outil connecté que j'avais acheté juste avant d'être confiné. C'était une véritable chance. Donc, comme beaucoup, bah, moi j'ai découvert le home trainer durant le confinement, mais c'est surtout, ça a révélé ce besoin primaire de retrouver une liberté. Donc, privé de vacances pendant un an et demi, il était plus qu'urgent de partir. Du coup, 2021, Brest est à 70 km de la maison, le départ est trouvé. Et quoi de mieux d'aller chercher un petit rafraîchissement, chercher un petit Perrier citron du côté de Menton. L'arrivée était donc décidée, c'était Menton. Donc c'était la première expérience de diagonale en solo. Et la deuxième, ça a été Dunkerque-Menton. Mais Toujours dans le même esprit d'aller chercher le citron. c'est un très bon objectif, le citron du Perrier. Et ta première diagonale, ton Brest-Menton, t'en as quel souvenir? Ouais, ça m'a plu. En fait, je me suis retrouvé en haut du Ventoux à minuit. Ah oui, parce que c'est vrai que tu as pris la route difficile, toi.
Oui, oui, j'aime bien les ascensions et à 9h30, je démarrais l'ascension du Ventoux. Et à minuit, tu te retrouves en haut du Ventoux. En haut, ouais. Avec pour anecdote, le Tour de France devait passer par là dans l'année et il y avait de gros travaux qui étaient programmés et en fait le col était fermé. Donc je me suis malgré tout engagé, passant sous les barrières, en me disant j'espère que je ne rencontrerai pas les forces de l'ordre là-haut, qui me diront de faire demi-tour et de contourner ce mont Ventoux. Donc j'y suis allé presque tout feu éteint jusqu'en haut. Et, et du coup, je suis arrivé là-haut, il y avait personne, il y avait absolument personne, j'étais tout seul, il n'y avait que la lune et moi-même. Donc je suis redescendu après, mais voilà, ça a été un élément marquant de cette première diagonale. Mais tu as fini à quelle heure ta nuit en étant à minuit au Ventoux? Ah ben, je suis redescendu derrière, mais je titubais sur la route, donc je me dis, il était temps de... J'ai dû passer le chalet Reynard, et après le chalet Reynard, je me suis trouvé un bloc sanitaire dans lequel je me suis effondré Ok. pour dormir, à même le sol. On parlera après, pendant votre diagonale, sur comment vous voyez votre hébergement. Donc ça, c'était ta première diagonale et tu t'es dit après, je vais continuer. Et vous vous êtes dit tous les deux, vous allez en faire une ensemble. Oui, enfin, c'est en 2020, en 2023, donc on a fait tous les deux le Paris-Brest-Paris. Bien qu'on soit partis à des horaires totalement différents, en fin de compte, on l'a bouclé pratiquement dans le même temps. Donc on s'est dit, oui, que c'était l'occasion aussi de partager une diagonale, éventuellement de voir les pratiques de chacun. Voilà, donc c'est un peu le point de départ de la diagonale Strasbourg-Andelle. Ouais, parce que en fait, on s'est retrouvé à une randonnée de printemps organisée par le club dont on fait partie, mais on fait partie d'une section différente, mais il y a ces deux communes qui sont rattachées sur un même club. Et en fait, on s'est retrouvé là à la randonnée de printemps, et puis on a fait part de nos projets respectifs pour l'année. Et en fin de compte, on s'est aperçu qu'à une semaine près, on partait sur une diagonale. Et de là a été émise l'idée de pourquoi pas se lancer tous les deux sur un même itinéraire. Moi, je visais Dunkerque-Perpignan, mais Gunel l'avait déjà fait. J'ai dit, bah, écoute, je t'accompagnerai sur un Strasbourg-Andaille. Donc voilà, ça a été acté au mois de janvier pour le mois d'août 2024. Et entre janvier et août, vous avez fait des sorties longues ensemble pour avoir un même rythme, avoir des mêmes habitudes? Absolument pas. Enfin, moi, Alors, je savais que Mathieu, bon, je le connais, donc je sais même si je le vois pas, je sais qu'il s'entraîne, je sais que, voilà, qu'il sera au point, donc voilà. Ouais, Donc, enfin, et c'est là où on était raccord, c'est-à-dire on se connaissait déjà de longue date. On n'a pas beaucoup roulé ensemble, mais on connaît nos niveaux respectifs et je crois que c'est important de le signaler sur une diagonale, de partir avec quelqu'un de niveau similaire ou très proche. On simplifiait quand même pour ne pas pénaliser ou l'un ou l'autre. c'est Donc, difficile de rouler, pardon, sur du long sans avoir le même niveau. On va développer ça, on va venir à cette diagonale et voir comment vous avez roulé chacun différemment et ensemble. Avant, donc là c'était en janvier, départ prévu fin août. Est-ce qu'il y avait de l'appréhension de votre côté avant cette diagonale ou aucune appréhension? oui, enfin, c'est vrai que bon, moi j'avais tracé l'itinéraire dans Oui. les Vosges, hein, parce qu'on a pris col des Baguenelles, route des Crêtes, Gérardmer, enfin bon, c'est du cyclotourisme, donc il y a le mot tourisme, il faut bien visiter. Donc forcément, oui, j'avais quand même une certaine appréhension pour le passage. Il y avait comme je savais qu'il y avait du dénivelé sur la première étape, donc oui, moi j'avais quand même une certaine appréhension. Et puis après, il y a aussi l'étape euh, dans le Massif central où il y avait beaucoup de dénivelé, donc je sais ce que je suis capable de faire, donc j'arrivais sur ma limite haute, donc oui, j'avais un peu d'appréhension aussi. alors moi j'avais un peu d'appréhension parce que au printemps, à la sortie de cette fameuse sortie où on s'est rencontrés, moi je me réengageais sur un marathon, donc une préparation course à pied. Donc moi, du coup, quand je me suis remis à faire du vélo, j'avais beaucoup d'appréhension parce que le kilométrage
n'était pas là. Je m'étais fixé un objectif kilométrique dans ma prépa et donc j'avais de l'appréhension à l'égard de tout ça. Mêlé au fait que je partais non pas tout seul, mais avec Guenaël, avec qui je n'avais pas beaucoup roulé jusque-là. Donc, effectivement, également un peu d'appréhension là-dessus. Et vous êtes partis chacun respectivement avec combien de kilomètres d'entraînement? Moi, je devais avoir aux alentours de 5000 km. Aux De- alentours de 5000 km. ok, depuis le mois de janvier. Et toi, Mathieu? Et moi, j'avais à peu près 2400, 2500 km depuis entre mai et août. Ça fait pas beaucoup. Et si j'ai bien compris, toi, Mathieu, tu as fait beaucoup de qualitatifs. C'est ça pour ces 2500 kilomètres. Par expérience, effectivement, j'ai cherché le qualitatif parce que le foncier, ça fait pas mal d'années maintenant que je roule. Après 3 Paris-Brest, je sais que je suis capable de tenir la distance. Je sais que maintenant, ce qui manquait, c'était finalement de la force. Donc, je m'y suis remis grâce au home trainer, ce qui est venu partiellement compenser ce que je n'avais pas pu faire sur la route. Donc, vous voilà, vous partez ensemble. Strasbourg-en-Daille, c'était pendant la concentration des diagonalistes. De fait, vous n'avez pas pu être accueilli par Jocelyne. Ce serait sûrement fait un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner au commissariat. Comment vous avez roulé ensemble avec un rythme similaire? Vous étiez ensemble du matin au soir? Vous avez géré comment les arrêts, le rythme, etc. Bah, c'est vrai que maintenant, enfin, je trouve l'avantage du GPS, c'est que bon, on avait chacun la même trace dans le, dans son GPS respectif. Ça, je trouve que c'est un avantage. Donc, c'est vrai que même si on se perd de vue, en fin de compte, on sait que l'autre va prendre la même route, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est parti pleine d'Alsace. Donc, après, on a attaqué le col des Baguenelles. Donc, c'est vrai que, enfin, Mathieu, il roule plus vite que moi. Je sais qu'il roule plus vite que moi. J'ai été surpris, c'est que dans le début de la montée, à un moment, il n'était plus là. Donc, il faisait beau, il y avait du soleil. Je me suis dit, bon, bah, il s'est arrêté de mettre de la crème solaire. Donc, j'ai continué mon ascension. Il m'a rattrapé quelques kilomètres plus loin, il m'a doublé. Non, on n'était pas forcément tout le temps ensemble. Vous aviez des points de rassemblement? On sait qu'on se retrouve là ou qu'on se retrouve le soir ou vous vous retrouviez au hasard? Non, en fait, enfin, je pense qu'on est resté à 90% ensemble Ok. sur l'ensemble du parcours quand même, Mhm. avec quelques moments où on s'est un petit peu perdu de vue, mais enfin, ça n'a jamais été. On a quand même roulé, ouais, j'ai envie de dire quand même 90% du temps ensemble. Effectivement, des fois où Lionel ne m'avait pas vu, c'est parce que je me suis arrêté. Pour des arrêts mixion, par exemple, ça fait partie. Mhm. J'ai dit, bah, vas-y, continue, il n'y a pas de souci, on se retrouvera un petit peu plus loin. Et comme dit Lionel, bah, la trace GPS facilite énormément la tâche. On savait qu'on se serait forcément retrouvé. La trace était communautaire, donc on avait la même trace, on l'a tracée tous les deux, donc c'était évident qu'on puisse se retrouver. Je reviens aussi, il y a, comme les téléphones, hein. Maintenant, en cas de gros pépin, on Mhm. avait quand même nos téléphones, voilà. Donc on n'était jamais vraiment très très loin. Je précise que la trace a été construite par vous deux. Gwenaël, tu as construit la trace sur Komoot et Mathieu, toi, tu l'as revérifiée sur Open Runner, comme ça a été vraiment travaillé ensemble. C'était une trace partagée et vraiment faite en collaboration de tous les deux. Oui, tout à fait, ouais. On parlait des arrêts. Là aussi, si j'ai bien compris, c'est que Gwenaël, tu es parti avec quelques barres de secours et tu as acheté de la nourriture au fil du temps de la route. Et Mathieu, toi, tu as fait un choix différent. Tu es parti avec toute ta nourriture. C'est bien ça? Ouais, je suis partisan effectivement de partir avec 80-90% de mon alimentation sur le vélo. Parce que finalement, sur un effort de longue distance, votre organisme il est en permanence activé. Et finalement, vous avez, j'ai envie de dire comme la Micheline, hein, vous avez besoin de mettre du charbon régulièrement dedans. Donc, les simples apports réguliers de 40-45 minutes suffisent pour alimenter la chaudière. Parti de ce principe-là, j'embarque tout avec moi
ça me simplifie la tâche et ça m'évite de m'arrêter peut-être plus régulièrement à des commerces éventuellement pour compenser ce que je n'ai pas pris avec moi. Tu as idée du poids de nourriture que tu as emporté? C'est vrai que ta sacoche, au départ de Strasbourg, la sacoche était impressionnante. Pour rouler derrière, ça faisait un gros baluchon derrière, hein. C'était assez impressionnant, je dois dire. Je crois que c'est aux alentours de 6 ou 7 kilos, je crois que je devais avoir. Plus tu arrives, plus c'est facile, quoi. Plus tu es léger. Ah, c'est ça, c'est Alors, ça. Et d'ailleurs, ça se remarque à la sacoche. Au fur et à mesure, Ah ouais, c'est marrant. la sacoche, elle se vidait. Ouais. je précise aussi que la nourriture que tu as apportée, tu l'as préparée toi-même. Ouais, c'est ça, complètement. Comme on le disait, je suis plutôt très gourmand et j'aime bien le petit confort de retrouver ces petites affaires dans la longue distance. Et, ça donne un petit air de la maison. Et puis, sans parler de ça, on sait aussi ce que l'on met dans ses propres produits. Il y a pas, c'est pas des produits transformés, donc Donc, il y a quand même une notion de performance, hein, j'emmène ma nourriture, une notion de gestion des arrêts différents, parce que peut-être, Gwenaël, tu vas faire des courses, Mathieu a sa nourriture, etc. Mais vous vous entendez sur enfin, vous entendez bien entendu, mais il y a un point commun qui est quand même l'hébergement. Sur une diagonale, l'hébergement, c'est important. Il faut réserver les hôtels souvent en avance, comme ça, tu sais combien de kilomètres à faire, tu sais, tu as un objectif par jour. Comment vous avez fait, vous, sur cette diagonale pour l'hébergement? C'est vrai que moi, enfin, moi, pour mes diagonales que j'ai faites en solo, j'aimais bien partir avec un sac de couchage et un matelas, en fin de compte. Donc, je réserve, par exemple, deux hôtels ou trois hôtels. Donc, parfois enfin, c'est difficile de trouver un hôtel. Donc, sur cette diagonale, c'est vrai que la première nuit, on s'est dit on sera à Vesoul. En fin de compte, on avait prévu d'être à Vesoul. Donc, j'avais repéré qu'il y avait un camping, en fin de compte. Donc, on a fait un arrêt camping à Vesoul à 23 heures. On est arrivé au camping de Vesoul à 23 heures. Donc, on a bivouaqué, ouais, pour la première nuit, on a bivouaqué. Enfin, les conditions étaient bonnes, hein, il faisait beau, donc c'était assez agréable de bivouaquer. 23 heures, ça fait tard. Pourquoi vous êtes arrivé si tard? C'est vrai que au niveau des départs, on est parti sur un départ à 11 heures du matin. Mes premières diagonales, c'est vrai que on partait sur des départs à 5 heures, sur des grosses journées. En fin de compte, je me suis rendu compte, moi, que des départs à 11 heures, des départs à 14 heures, démarrer par, entre guillemets, une petite journée à 200 kilomètres, ça me convenait mieux, quoi. C'est pour ça que j'ai proposé ça à Mathieu. C'était une nouveauté pour lui, parce que lui, il avait l'habitude de partir à 5 heures sur des grosses journées. Moi, je lui ai proposé de partir à 11 heures. Donc, bon, c'est une petite journée diagonale. Ça permet de se mettre dans le rythme que l'organisme s'habitue, quoi. Et vous arrivez à 23 heures pour bivouaquer et vous vous reposez bien en bivouaquant, vous récupérez de la journée sans problème. Moi, donc j'ai un matelas avec un duvet. Enfin, je me suis endormi rapidement. Après, enfin, j'ai programmé une alarme. Donc, par le froid, j'ai été réveillé par le froid. Enfin, on a quand même dormi 4 heures, hein. J'ai dû dormir 4 heures. Donc, ça permet quand même, il y a deux cycles de sommeil. Ça permet quand même de bien récupérer, je trouve. Après, enfin, bivouaquer au camping apporte un peu de confort, hein, puisque on a pris notre petit déjeuner dans le bloc sanitaire. Et puis, Mathieu avait eu la bonne idée d'apporter un réchaud. Donc, on a pu se préparer un café et un thé avant de partir. Donc, c'est vrai que c'est une petite attention. Enfin, c'était agréable, hein, d'avoir un café chaud avant de partir. Oui, c'est luxueux. Oui, c'est un certain confort. C'est un certain confort. Je remercie Mathieu d'avoir apporté le réchaud. C'est vrai que moi, j'étais jamais parti sans réchaud, mais c'est vrai que ça apporte un certain confort. C'est un Bon, grand plus. bon, Marc, tu l'auras bien compris, l'alimentation, c'est quelque chose d'essentiel hein, dans une diagonale. Alors, on peut me faire dormir sur de l'herbe dans un camping, mais alors, on ne fera pas nous manger n'importe quoi.
Et alors, Donc, j'ai bien compris. le confort avant tout et le coût du réchaud, effectivement, eh ben, il faut savoir que il m'a sauvé la mise sur la première diagonale. Depuis, il me suit partout. Parce que j'étais du côté de Saint-Flour et il faisait moins 2 degrés. Ça caillait donc, hein. Et j'avais pris avec moi une thermos et en fait, ça m'a permis de boire chaud pendant la nuit. Et bah, du coup, j'y suis maintenant fidèle à ce petit réchaud là. Mais effectivement, ça vient rajouter encore un peu plus aux 5 ou 6 kilos d'alimentation, hein, mais avec ça, j'ai mon autonomie. Et Mathieu, si je prends ton réchaud, l'alimentation, tu avais également un matelas et un duvet? Alors, moi, j'ai un matelas, pardon, j'ai un duvet, mais je n'ai pas de matelas. En fait, je suis adepte du hamac. Mais pour la première nuit à Vesoul, j'ai fait le tour de l'emplacement et j'ai pas trouvé de point d'ancrage. Donc, c'est un petit peu les limites, hein, donc, j'ai dormi à même le sol, mais j'ai quand même un bivy avec moi, là, les couvertures de survie. C'est les sacs de couchage en couverture de survie, là, en complément de mon duvet. Donc, effectivement, j'étais à même le sol, mais isolé de l'humidité du sol. Donc, c'était plutôt confortable, malgré tout. Félicitations. Je trouve qu'une diagonale, c'est pas facile, mais quand on mise tout sur le confort, tel que ce que vous faites, vraiment félicitations. Donc, alimentation différente, hébergement, vous vous retrouvez. Comment chacun, à votre manière, vous gérez l'effort de la longue distance pour être sûr d'arriver au bout, pour pas tout donner la première journée? Gwen-Noël, comment tu gères, toi, l'effort? Alors, je fais surtout attention, c'est la première journée. J'essaye ouais, je sais que j'ai une fréquence cardiaque, enfin, avec l'expérience, je sais qu'il ne faut pas que je dépasse une certaine fréquence cardiaque. C'est surtout la première journée où il faut que je me raisonne un petit peu, là, dire, ne dépasse pas telle fréquence cardiaque. Donc après, les jours suivants, je fonctionne plus aux sensations après, hein, les jours suivants. C'est vrai que moi j'aime bien la longue. Alors, ce que j'apprécie dans la longue distance, c'est de rouler longtemps, mais à vitesse régulière et tout en étant facile en fin de compte de rouler. Parce que pour aller loin, il faut savoir rouler facile et longtemps, quoi. C'est ce que j'apprécie dans la longue distance. Donc, ne pas forcer, s'économiser. Oui, 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 surtout dans les côtes, oui, je lève le pied dans les côtes et pas trop faire monter le cardio. Et puis après, oui, après sur le plat, dans les descentes, oui, enfin, je pédale, hein, je pédale. Donc, oui, j'essaye de me raisonner la première journée pour pas trop faire monter le cardio, quoi. Je Tu sais que veux- les journées d'après, de toute façon, le cardio, il va pas. Enfin, l'organisme, il s'est habitué et puis le cardio ne va pas monter. Tu veux dire que dans les descentes, tu te laisses pas filer en roue libre, mais tu continues à fournir un effort. Oui, dans les descentes, oui, oui, je continue à fournir un effort. Non, non, je ne me laisse pas filer. Alors, vous aviez construit la feuille de route sur quelle vitesse moyenne? C'est vrai que moi, j'ai mis 20 km heure, Mhm. sachant qu'on roule généralement un peu plus que 20 km heure, hein. Mais il y a toujours des faux arrêts, quoi, des faux arrêts qui font au final, 20 km heure, on n'est pas loin de la vérité généralement, quoi. D'accord pour l'effort. Et alors là aussi, vous vous retrouvez. Il me semble que Mathieu, tu as une gestion de l'effort similaire, mais tu étayes par une approche peut-être un peu plus scientifique, on peut dire ça? Ouais, effectivement, le terme est approprié, hein, Marc. Moi, j'essaie de pousser un peu plus loin comment dire, la réflexion sur la fréquence cardiaque. C'est là où je rejoins Lionel. Effectivement, avec l'expérience, on s'aperçoit que la première journée, elle est très très importante et c'est elle qui va un petit peu guider le reste du périple en fin de compte. Donc effectivement, je me suis plongé sur la question et j'ai découvert effectivement le Marty Karvonen, qui était un chercheur finlandais spécialisé dans l'exercice physique et la prévention des maladies cardiovasculaires.
Et en fait, il utilise une méthode de calcul basée sur la réserve. Alors, on sait tous qu'on a une fréquence maximale euh, qui est différente d'un individu à un autre, et on a une fréquence minimale, celle que l'on a au repos juste avant le réveil, quoi. Et en fait, entre ce mini et ce maxi, on a une plage de travail à laquelle on applique une formule. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails là, parce que ça, c'est pas forcément facile de l'expliquer là en, en visio, mais pour simplifier, vous savez que vous avez une zone à 100%, que vous allez être capable de tenir 5 à 7 minutes, et vous allez faire de la longue distance en abordant la fréquence cardiaque qui se rapproche du 50%. Et en fin de compte, je me suis aperçu que bah, si on se mettait déjà d'emblée sur la bonne fréquence cardiaque, dès le départ, bah, le reste est beaucoup plus fluide en fait. Le reste du périple est nettement plus fluide. Tu m'avais illustré ça en disant que sur certaines sorties, comme peut-être Paris-Brest, tu avais vu des cyclistes au début partir bien plus rapidement que toi et qui te retrouvaient après et que tu doublais parce que peut-être qu'ils étaient allés trop vite. Oui, oui, tout à fait. Je peux confirmer effectivement que je suis toujours parti en queue de peloton en fait dans les différents Paris-Brest. Je suis toujours parti le dernier. Tout le paquet partait devant moi. Et je me suis aperçu que arrivé à 1000 km, ça y est, on commence à récupérer des gens du même groupe en fin de compte et qui sont partis à la même heure. Donc, je me dis, il y a sans doute quelque chose qui a fait qui sont arrivés là et pour lesquels je suis revenu. Alors après, ça peut pas forcément on peut pas tout lier à la fréquence Hum, cardiaque, ça peut hum. être l'alimentation, l'hydratation, enfin, il y a tellement d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais je pense que si on arrive à se mettre dans la bonne fréquence cardiaque dès le départ, effectivement, Hum. ça peut aider Ça a pour toute son finaliser, importance. y aller jusqu'au bout sans Hum. difficulté. Ouais, en fait, je Oh, voulais juste préciser une ouais. chose, Marc, en fait, cette démarche-là, elle est très déstabilisante, surtout au départ, parce que par rapport aux sorties dominicales qu'on a l'habitude de Mhm. faire, donc 4-5 heures, ben, on n'a pas l'impression, on a la sensation de ne pas avancer. On sent bien qu'on est très clairement en sous-régime. Et bah, du coup, bah, j'ai bien compris tout ça et je mets maintenant à profit cette sensation pour me délecter de tous les paysages qui sont offerts, quoi. Je profite, c'est-à-dire les Mhm. 200 ou 300 premiers kilomètres, finalement, ils sont là pour profiter pleinement de la suite du parcours. Et donc, sur les sorties avec grand nombre de cyclistes, tu prends l'habitude de te faire doubler dans les montées par tout le monde et de les rattraper dans les descentes. C'est à peu C'est près ça, ça. c'est ça. Mais Ok. il faut savoir qu'avec la distance, les paquets s'amoindrissent et ça devient de plus en plus des cyclistes esselés. Donc, c'est pas trop dangereux de les doubler. On n'a pas parlé de l'hydratation. Vous la gérez de la même manière, tous les deux? Vous buvez avec une alerte sur le GPS, vous buvez au feeling, comment vous faites? Oui, moi, c'est un peu au feeling. J'ai deux bidons de taille standard. Oui, c'est un peu au feeling. J'ai pas d'alerte. Non, j'ai pas de. Avec de l'eau pure ou de l'eau avec de l'additif, de la poudre? Généralement, oui, j'ai des pastilles reminéralisantes. Mhm. Ça prend sur une diagonale, ça prend pas beaucoup de place en fin de compte les pastilles. Donc j'ai des pastilles, oui, de minéraux. Donc je reminéralise l'eau. Ok. Mais j'ai pas de poudre. À la première journée, oui, quand je pars, les bidons, ils ont de la poudre. Et Mhm. après, non, je n'importe pas ma poudre avec moi. Ok. Donc c'est plus des pastilles plus compactes que j'utilise. Ok. Et toi, Mathieu? Alors moi, j'ai pris Alors, pour en revenir à l'alimentation, rapidement, c'est que j'ai été voir un nutritionniste l'année dernière pour préparer le Paris-Brest. Et parce que j'étais sujet à des chutes de tension sur des longs périples. Donc,
j'ai voulu enfin, chercher à approfondir justement comment dire, ces problèmes que je rencontrais. Et, bon, en dehors du fait que la diététicienne m'a apporté des compléments, elle m'a surtout incité à boire davantage et plus régulièrement, et notamment, non pas pas que pendant l'effort, mais également les semaines et jours qui précèdent l'engagement sur l'épreuve. Donc aujourd'hui, sur mon vélo, en plus des 5 kilos d'alimentation, le réchaud, je me resitue avec deux bidons complémentaires type triathlète à l'arrière de la selle. Donc je me retrouve avec 3,5 litres sur le vélo. Il faut savoir que les deux que j'ai à l'arrière, il y en a un dans lequel il y a une thermos et ça peut me servir ou pour du chaud ou pour du froid. Et j'en ai un à 500 millilitres qui peut venir en soutien pour de l'aspersion en cas de forte chaleur, pour essayer de faire tomber un petit peu la température corporelle si des fois il y avait besoin. Donc c'est un petit peu les deux bidons que j'ai à l'arrière. Mais effectivement, je pars avec beaucoup d'hydratation et je pense que j'en suis à 500 millilitres à l'heure. C'est un minimum et c'est aussi un minimum recommandé par la nutritionniste. Donc, effectivement, je m'y attache. Je bois Mhm. beaucoup, ce qui résulte aussi des arrêts peut-être un peu plus fréquents. Et tu bois Mais beaucoup de l'eau pure? alors, non, je mets des pastilles d'électrolytes Ok. qui permettent de compenser la perte de sels minéraux qui sont conséquents dans ces périples au long cours, en fait. Donc une approche alimentaire réfléchie, d'où le fait que tu emmènes ta nourriture. C'est ça, Euh, ça vient avec. on est sur du long, il y a différents paramètres à gérer. Est-ce que vous avez des douleurs, que ce soit des poignets, que ce soit les cervicales, que ce soit les fesses? Comment vous les avez gérées? Est-ce que, avec votre expérience, vous n'avez pas eu, Gwenaël? Est-ce que vous avez un prolongateur chacun ou pas, etc. C'est vrai que moi, sur les fins de Paris-Brest-Paris, donc j'avais pas de prolongateur. C'est vrai que je finissais les poignets, ouais, les poignets, je sentais qu'ils étaient très fatigués, les poignets. Donc, j'ai suivi un peu les conseils de Mathieu. Et pour cette diagonale, ouais, je suis parti avec des prolongateurs. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à rester longtemps dans les prolongateurs. Après, l'avantage que je vois, c'est surtout on repose sur les avant-bras. Ça permet de soulager les poignets. Après, oui, j'ai eu, oui, des problèmes au niveau du fessier que j'ai résolu avec une selle cuir, hein, une selle Brooks. Ça fait 2 ans que j'ai une selle Brooks. Mhm. Je n'ai plus de problème de fessier depuis que j'ai une selle Brooks. Et avant d'avoir ta Selbrooke, sur les diagonales précédentes et les Paris-Brest précédentes, tu avais de fait des douleurs aux fessiers. Oui, oui, j'avais des douleurs. Enfin, oui, oui, j'ai eu des douleurs au fessier. Enfin, j'ai essayé différents modèles de selle. Et, c'est en discutant avec Mathieu, qui lui avait une selle Brooks depuis une vingtaine d'années. Mhm. Du coup, ouais, en passant à la selle en cuir, enfin, j'avais encore quelques petites douleurs sur la fin, mais vraiment rien à voir avec ce que j'ai pu avoir auparavant. Ok, donc sauvé par une Selbrooks. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Mathieu, j'imagine que si ta Selbrooks a une vingtaine d'années, c'est que tu es dessus comme sur un canapé. Ouais, Donc ça se passait sans douleur. c'est un vrai fauteuil, hein. Je suis dans mon canapé, en fait, sur mon vélo. Donc aucune douleur, toi, les Donc, aucune prolongateurs, douleur, sauf cette année. pourquoi? Eh ben, parce que j'ai commis une erreur de débutant. Je suis parti avec un cuissard neuf, reçu la semaine qui précédait, lavé une fois, et je suis parti sans l'avoir testé Du tout. du tout. Je me suis dit, il est neuf, ça va forcément le faire. Pour le coup, la marque référente chez qui je me suis approvisionné, j'émets des doutes à l'efficacité de leur cuissard. Et par chance, sur la diagonale, effectivement,
j'avais réussi par expérience j'avais donc mon deuxième cuissard avec moi et ça m'a permis d'éviter les très très grosses douleurs qui auraient pu être très pénalisantes, voire pousser, voire même à l'abandon si les douleurs avaient été très marquées et insupportables. Donc, Après, une première étape, tu as eu ces douleurs tout de suite. ouais, dès le deuxième jour. Parce que la première journée, l'esprit était absorbé par une autre erreur de débutant sur cette diagonale. Moi, je vais y revenir sur la diagonale parce que l'aspect matériel, on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, j'ai révisé mon vélo avant de partir, un petit peu comme un bleu. Et du coup, j'ai pas vérifié le frottement. Parce que je suis équipé d'une roue dynamo pour l'éclairage et l'alimentation et pouvoir recharger mon téléphone. Et il s'est avéré que ben, mon étrier de frein n'était pas en face sur la jante. Donc, c'est une véritable erreur de débutant. Ce qui fait que le patin est venu frotter le flanc du pneu qui est venu l'user en quelques kilomètres en fin de compte, ce qui a provoqué deux crevaisons successives. Un point essentiel, effectivement, c'est ne pas négliger son vélo avant de partir. Donc là, c'est vraiment des pépins mécaniques qui me sont arrivés. Et donc, pour en revenir aux fessiers, aux douleurs que tu demandais, enfin, dont tu parlais, effectivement, en 2015, pareil, je vais revenir là-dessus, mais 2015, j'ai découvert les douleurs au poignet, pareil, comme Gunaël, avec le canal carpien endolori pendant plusieurs semaines après le Paris-Brest, ce qui m'a poussé à aller vers les prolongateurs pour optimiser les positions, échanger les positions, et éviter ces points d'appui sur ces poignées, en fait, hein. Du coup, alors l'avantage comment dire, des prolongateurs, c'est qu'en plus de soulager la position des mains, ça vous facilite la tâche face au vent et la pénétration dans le vent, effectivement, c'est un acteur majeur, en fin de compte, que j'ai découvert avec les prolongateurs. Je me dis, ah oui, effectivement, on peut gagner en économie d'énergie et aller plus vite grâce aux prolongateurs. Donc, effectivement, ça a été une sacrée belle découverte. Meilleur confort. Tes prolongateurs sont à même le cintre ou tu as une réhausse pour être un peu moins penché? Alors, pour pouvoir mettre les mains sur la partie supérieure du cintre, j'ai mis des hausses de 40 mm, de façon à pouvoir éventuellement, même en montée, d'avoir une position un peu plus assise. Donc, il a fallu effectivement que je les rehausse généreusement. Et en les rehaussant de cette manière, tu arrives à rester assez longtemps sur tes prolongateurs sans douleur. Ouais, ouais, surtout les portions de plat, faux plat. Je pense que Mhm. Lionel, tu étais derrière à un moment donné. Je pense que. Enfin, moi, j'ai du mal à rester longtemps sur les prolongateurs. Je débute dans Mhm. les prolongateurs. Déjà, il y a la stabilité, on perd un peu en stabilité, il faut s'habituer au départ. Et puis, j'ai un peu de mal à rester longtemps sur les prolongateurs. Mais c'est vrai Et, que ouais, bon, sur le plat, oui, on voit la différence. et tu as aussi une réhausse, Gwenouel, ou pas? Oui, moi, j'ai une réhausse Ok, aussi, hein, de, aussi. ouais, de 40 mm pour pouvoir Ok. mettre les mains. On part pas avec un cuissard tout neuf, même si c'est un cuissard de grande marque, hein. C'est ça le message. Exactement, exactement. Et j'ai du mal à comprendre comment donc ton frein à patin, quand tu freinais, touchait le pneu. C'est ça? Tout à fait. C'est dur à croire et comment on part avec ça, mais ok. Et ça, c'était la première demi-journée. C'était une des premières. Au bout de 4 heures de vélo. Et vous avez eu quoi comme autre avarie de ce type? Non, c'est les deux seuls avaries. Mais en fait, l'esprit a été occupé la première journée, effectivement, à ça, parce que au final, j'étais pas certain de pouvoir aller jusqu'au bout de la diagonale, parce que j'ai réparé le flanc du vélo avec une rustine, en me disant, Mhm. j'espère que ça tiendra, j'espère que ça tiendra. Ok. Et il a fallu attendre d'être aux hospices de Beaune. Donc, j'étais sous bons auspices ce jour-là. Mhm. Et du coup, on a réussi à tenir, enfin, la pneumatique a réussi à tenir jusque-là. Mais effectivement, mon esprit était tellement absorbé par mon pneu que j'en ai oublié le confort de mes fessiers. Et dès que l'esprit a été libéré, ben, ce sont les fessiers qui ont pris le relais. Donc,
des erreurs de débutants. Alors, justement, quand on parle de mécanique, un mot assez bref sur vos vélos respectifs. Vous avez des vélos à peu près similaires, chacun un cadre carbone rigide et dynamique. Pour ma part, il n'y a que la fourche qui est en carbone. Le reste, c'est un cadre acier de randonneuse. Donc le vélo, un vélo un peu plus long, un peu plus stable, sur lequel il y a un porte-bagages avec des sacoches de chaque côté. Mhm. Donc, j'apprécie les sacoches, j'apprécie la facilité de rangement. On trouve assez rapidement ces affaires. J'ai pas essayé le bikepacking, mais c'est vrai que je suis pas très grand, donc j'ai un cadre assez petit, donc j'ai pas forcément beaucoup de place sur le cadre pour mettre des sacoches de bikepacking. Donc pour l'instant, je suis en configuration traditionnelle avec mes deux sacoches et ça me va bien. Donc, tu as deux grandes sacoches à l'arrière, c'est ça? Moi, oui, j'ai deux grandes sacoches, une à droite, une à gauche. Mhm. Juste devant, j'ai juste sur le top tube, là, juste une Mhm. petite sacoche où je mets mon portable éventuellement. Mais autrement, oui, tout se situe à l'arrière. J'ai pas de carte, en fin de compte, maintenant, maintenant c'est le GPS, quoi. Mhm. Donc j'ai mon GPS, enfin, ma carte, c'est le smartphone, hein. Si je donne une carte, c'est le smartphone. Et effectivement, j'ai un avant devant, c'est mon poste de pilotage est dégagé, en fin de compte, hein. Et tu as quoi en éclairage, Gwen-Noël? Tu as un moyeu dynamo ou pas? Oui, moi j'ai une dynamo pour l'éclairage avant. Et puis l'arrière, je suis Mhm. c'est sur pile, l'arrière. Donc, j'ai bien retenu des grosses sacoches, alors que toi, Mathieu, quand même 6 kilos de nourriture, tu as pas des grosses sacoches et tu as un vélo différent, c'est ça? C'est ça. Donc il fallait bien que je gagne quelque part un petit peu de poids. Donc j'ai opté pour le cadre en carbone. Donc oui, je suis pour pas faire de publicité, je suis sur un cadre origine Nexon RS et qui me va vraiment très très bien, avec une sacoche de bikepacking effectivement à l'arrière. Mais au vu de l'utilisation et de la praticité dont a fait preuve Guenay pendant tout le périple là, de rage, quand on est rentré à la maison, j'ai fini par, non pas par jeter la sacoche, mais j'ai fini par en prendre deux autres, deux petites à l'arrière, et de mettre un porte-bagages. J'ai complètement changé d'option et effectivement, quand j'ai vu la praticité de Lionel, tout est accessible. Euh, c'est, Tout est accessible, mais très très facilement en fin de Mhm. compte. Ah, c'est un réel gain de temps en fait, hein. Ouais. Parce que les sacoches de bikepacking sont très très bien, mais quand on a besoin de quelque chose, il faut tout sortir et pour l'anecdote, tout sortir ou demander à son copain de lui prêter une chambre à air. J'allais justement y venir, c'est que la première crevaison, je dis à Ganel, je dis bah, écoute, je suis embêté parce que j'avais pas prévu de crever tout de suite et j'ai toute mon alimentation qui est devant et ma chambre à air, elle est dans le bas-fond de ma sacoche. Donc bah écoute, si t'en as une, j'ai même pas le temps de finir la phrase que il me l'avait déjà tendue quoi. Donc, j'ai dit bah merci Lionel. Ouais, c'est riche d'enseignements tout ça. Quel porte-bagages tu as trouvé à mettre sur un vélo de route tel que le tien? Moi j'ai trouvé ça sur un site marchand et je l'ai fixé sur l'axe en fait Alors il a fallu que je bricole un peu l'axe parce que j'ai pas trouvé d'axe suffisamment long. Alors c'est une tige filetée de 5 qui traverse toute la roue libre en fait de la roue arrière en fin de compte. Mais il a fallu effectivement bricoler Ok. un peu pour que ça passe, quoi. Bon, j'ai pas encore testé le Mm. matériel hein, sur du très long, donc j'espère que je vais pas avoir un pépin. En tout cas, les Alors, sacoches, je les ai testées. Et effectivement, on sent que ça ballotte moins à l'arrière. On sent qu'il y a une réelle stabilité d'avoir deux sacoches latérales, quoi. mhm, Donc, il y a ouais, une ouais, praticité hein, très ah ouais, forte. c'est clair. En tout cas, vous êtes arrivé au bout de cette diagonale à Hendaye. C'est quoi quand vous arrivez? Il y a du bonheur, il y a du relâchement. Ça a été quoi, cette arrivée? À l'arrivée, c'est vrai on a eu du beau temps pendant toute la diagonale. On a eu du beau temps. Sauf les 30 derniers kilomètres, hein. Les 30 derniers kilomètres, c'était sous l'orage, hein. On a fini Mhm. sous l'orage.
Donc c'est vrai qu'on a pris enfin, Bayonne, Bayonne, Biarritz, route de la Corniche. On était sous les orages, dans une circulation urbaine dense. Donc c'est vrai qu'on n'était pas très disponible. Enfin moi pour la côte basque, j'étais pas très, j'étais plus Mhm. concentré sur le pilotage de mon vélo. Oui, oui, c'est une satisfaction personnelle d'arriver au bout. Et puis on se dit, ouais, on a traversé la France, on est parti pratiquement de l'Allemagne, on arrive en Espagne en 4 jours et demi. Oui, Faut quand même être un peu farfelu pour parcourir la France. Parce qu'on voit le bord de mer de chez nous, de Quimper, d'où on réside. Le bord de mer, il est pas loin. Donc, se faire 800 ou 1000 kilomètres pour aller voir la mer, c'est un petit peu farfelu de notre part, hein, tout de même. D'abord partir à l'opposé à l'est pour descendre au sud-ouest. Et vous êtes resté au moins une nuit, vous avez repris le train tout de suite, vous êtes resté, vous êtes arrivé vers quelle heure? Tu dis qu'il y avait beaucoup de circulation, c'était le matin, c'était l'après-midi, votre arrivée? On est arrivé ouais, vers midi et demi. Ok. Et oui, il y avait juste un point, c'est au niveau, on est parti au commissariat. Et en fin de compte, le commissariat, maintenant, c'était la police des frontières. Donc, ils nous ont réaiguillés vers le centre-ville. Donc, on est reparti vers le centre-ville. On a profité pour crever. Enfin, moi, j'ai profité. J'ai crevé. Donc, je me suis dit, bah, on est tout prêt. Bah, je vais regonfler sans Mhm. réparer, puis ça va le faire. Et non, il y avait un beau morceau de verre qui était planté dans le pneu. Et il te restait encore des chambres à air après les avoir données à Mathieu. Il en restait parce qu'on avait refait le plein quand on s'est arrêté à Beaune. On s'est dit, on va en reprendre une autre et comme ça, au moins, on sera sûr d'aller jusqu'au bout. Mais sur l'anecdote, sur cette fin de parcours à Epic, effectivement, chacun y a apporté sa touche, hein, parce que moi, j'ai mon maillon en rapide qui est venu à sauter. Donc, à 100 mètres de l'arrivée, mon maillon qui saute. Donc, je me suis retrouvé à pédaler dans la semoule avec ma chaîne à 10 mètres derrière. Des déboires mécaniques, effectivement, sur cette diagonale. Et en tout cas, mené à son terme et retour la journée même vers les terres du Finistère. Enfin, là, c'était le papa de Mathieu qui était venu nous accompagner, enfin, qui était descendu en Mhm. voiture, qui nous a accueillis à Hendaye. Après, oui, on a fait Mhm. une journée de tourisme, et puis on est retourné après Ah, ok. en Bretagne en voiture. Est-ce que vous pensez autre chose à ajouter par rapport à cette diagonale d'important pour vous? Enfin, moi, j'ai admiré les paysages. J'ai trouvé que c'était une diagonale où tous les 150 kilomètres, les paysages changeaient. Donc, je trouve que au niveau des paysages, c'est une très belle diagonale, Strasbourg en Vendée. Avec le Massif central, avec le plateau de Mille Vaches. Oui, c'est ça, le Massif central, le plateau des Mille Vaches. Après, on est arrivé à Brive, il y avait la vallée de la Vézerve, la vallée de la Vézerve avec Montignac-Lascaux, ensuite le Périgord. Alors, les Landes, au niveau des Landes, on sait qu'on a fait le choix de passer par des petites routes. En fin de compte, hein. On n'est pas passé par Mont-de-Marsan. Mais enfin, moi, j'ai apprécié de traverser les Landes par des petites routes. Euh, c'est vrai il a fait très chaud, hein, mais il y a des villages en fin de compte, donc du coup, on trouvait facilement le bloc sanitaire. Donc pour se rafraîchir, enfin, c'était facile pour se rafraîchir. Oui, je rejoins également. Je trouve que, en tout cas, c'est pour revenir à cette diagonale-là, Strasbourg-Hendaye ou Hendaye-Strasbourg, qu'importe le sens dans lequel on l'a fait, mais elle est révélatrice de la beauté de notre hexagone quand même, parce qu'on fait des sauts de plus de 100 ou 150 km et on s'aperçoit qu'on change complètement de relief, complètement d'architecture. Euh, Ouais, on sillonne un territoire riche culturellement quand même. Et c'est ce qui vraiment en fait toute la beauté, hein. En tout cas Mhm. pour cette diagonale-là. Quand on parle de diagonale, si je me projette en 2025, c'est quoi vos projets à venir, Gwenaël? Donc moi, il me reste, oui, c'est de finir le cycle des 9 diagonales, hein. Donc Ouais. il me reste 3 diagonales à réaliser. Donc j'ai les deux courtes. Enfin, quand j'écoute les podcasts, ce ne sont pas forcément les plus faciles. Ça sera peut-être Strasbourg-Perpignan, ou peut-être Menton-Hendaye, ou peut-être les deux. Donc tu finiras la troisième, la neuvième, donc l'année de Paris-Brest en 2027, ce qui te fera un bon entraînement, c'est ça? Oui, j'espère, oui, j'aurai 60 ans, donc oui, ça peut être un objectif.
pour ses 60 ans de finir le cycle des 9 diagonales. Et toi, Mathieu, l'année prochaine? Alors effectivement, bon, je suis un petit peu plus jeune que Lionel et bon, il y a d'autres courses aujourd'hui qui existent, des courses ou des disciplines d'ultra qui sont beaucoup développées depuis 5-6 ans là. Donc je me dis bah, pourquoi pas aller se tester sur une autre épreuve telle qu'un Biking Man. Donc il est très probable que je sois aligné sur un événement comme celui-là l'année prochaine. Mais le cycle des 9 reste quand même dans l'idée, mais et je dois reconnaître il est 9 diagonales, mais il y a quand même de très belles euro-diagonales. Et comme je le disais tout à l'heure, on a la chance d'habiter dans le sud Finistère et bah, finalement, Brest n'est pas loin et des départs ou des arrivées, on est quand même à côté, hein. Donc, entre Inverness en Écosse Mhm. ou Budapest, effectivement, il y a de quoi faire en fin de compte en objectif. Donc là, l'aventure va continuer jusqu'aux 9 diagonales pour Gwenaël et Mathieu également diagonale et euro-diagonale. Une dernière question qui est souvent difficile. Si quelqu'un souhaite se lancer dans sa première diagonale, autant donner un conseil, c'est difficile, mais quel serait pour vous le point de vigilance à adopter? Enfin, je pense que de faire les brevets, hein, faire les brevets, les 200, les 300, les 400, ça permet de se connaître et puis ça permet de rencontrer du monde qui ont également de l'expérience. Et bah, moi, j'aimerais bien démystifier un peu la diagonale, parce qu'en fait, nous sommes bah, des gens ordinaires qui sortons de notre confort habituel, mais je voudrais pas non plus la banaliser, la diagonale, parce que bah, ce sont des voyages quand même qui demandent de la préparation mentale, physique, matérielle. Comme disait Lionel, rapprochez-vous des gens expérimentés dans ce Mhm. domaine. Je suis sûr qu'autour de vous, vous en connaissez au moins une. Demandez du conseil et je pense qu'il ne sera pas avare de conseils bienveillants. Au besoin, faites-vous aider par des professionnels de santé, médecins du sport, diététiciens, kinés, coachs. Mhm. Le territoire, il en regorge. Comme disait Lionel, la réalisation d'un 200 km, un BRM, ça ouvre les portes de la longue distance quand on réussit à la réaliser dans les délais impartis. Si vous en avez l'envie, c'est que vous avez déjà parcouru pratiquement 50% du chemin. Alors allez-y, foncez. Merci Mathieu. Merci à tous les deux. On va arriver au terme de cet épisode et je vous remercie énormément d'avoir participé à ce podcast. Et c'est vrai que la visio facilite bien les choses. On est entre l'Ouest et l'Est. Votre retour sera précieux, j'en suis sûr, pour qui veut commencer une diagonale ou de la longue distance et s'interroge tant sur la gestion de l'effort, sur l'alimentation, sur sa gestion de comment je vais dormir. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions, si vous souhaitez envoyer un commentaire ou bien sûr, comme Gwenaël et Mathieu l'ont fait, partager une diagonale. Merci beaucoup à vous deux en tout cas. Merci Marc. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.